j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue au sein du podcast La Tribu Gravel by gravelpassion.fr. C'est Hugo et on va aujourd'hui parler Made in France. Je vais en fait répondre à la question de Pierre qui est sur notre Discord privé, que je vous invite à rejoindre en commentaire qui figurera en description de cet épisode. Pierre qui nous a posé la question de savoir s'il existait des gravels en carbone faits en France, made in France. Je trouvais que c'était une question intéressante et donc je vais y répondre à travers ce court podcast et j'espère que ça va vous permettre d'un peu mieux comprendre comment fonctionne le marché du vélo et plus généralement le marché du cadre carbone, que ce soit en France ou surtout en fait à l'échelle internationale. Il est vrai en fait que pour des raisons éthiques ou environnementales, on peut rapidement se poser la question d'un vélo un peu plus local. Alors on sait que la France regorge d'artisans qui vont travailler le titane, l'acier, mais on a moins d'informations sur les cadres en carbone qui représentent pourtant une grande part du marché des vélos de route, des VTT et aussi des gravels. Donc avant de répondre vraiment exactement à cette question de savoir s'il existe en France des artisans qui travaillent le carbone, je vais vous présenter plutôt le fonctionnement des différentes marques que l'on retrouve actuellement sur le marché. Quand vous achetez un vélo signé Trek, Specialized, Canyon ou même Origin, vous avez en fait un cadre qui va être réfléchi dans le pays de la marque. Donc par exemple pour Canyon avec un R&D qui va se situer en Allemagne, pour Specialized qui va se situer aux États-Unis comme pour Trek, Origin en France. Mais la marque va construire son cadre en Asie. Elle va faire construire son cadre en Asie et bien souvent à Taïwan. Alors pourquoi Taïwan ? Alors certes, le coût de production sera moindre qu'en Europe ou qu'aux États-Unis, mais c'est aussi et surtout que se concentre majoritairement là-bas l'expertise autour du carbone notamment. Donc quand vous achetez un de ces vélos d'une grande marque, entre guillemets, quand j'appelle une grande marque, il y en a plein, des marques qui sont quand même reconnues, plutôt fiables, etc. On a la chance d'avoir un beau patrimoine vélo et de belles marques. Mais globalement, on va appeler les marques World Tour, donc les marques que vous allez retrouver qui vont sponsoriser les équipes professionnelles, entre autres. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures marques, qu'il n'existe pas d'autres bonnes marques à côté, mais ces marques ont une telle visibilité médiatique, je vais d'ailleurs revenir, visibilité que l'on paye sur le prix du vélo, bien sûr, mais elles ont une telle visibilité médiatique qu'elles sont entre guillemets obligées de proposer du matériel fiable, et donc s'orienter vers l'une de ces marques-là, c'est prendre peu de risques, et en cas de souci, vous aurez affaire derrière à un SAV qui sera plutôt réactif. Donc justement, en achetant un vélo de ces marques reconnues, vous obtenez donc un modèle qui est plutôt fiable, éprouvé et qui a bénéficié d'un gros travail en termes de R&D. En tout cas d'un travail en termes de R&D. C'est-à-dire que c'est la marque qui va vraiment concevoir un vélo en fonction de ses plans et en fonction de ses recherches. Ensuite, pour le travail du carbone en série, la plupart du temps on fonctionne sur des moules. Et donc là, soit que la marque en question est propriétaire du moule, si tel est le cas, un moule coûte environ entre 20 et 30 000 $. Il faut multiplier ce montant par le nombre de tailles et voire même de déclinaison du modèle en fonction de la fibre de carbone, etc. Donc les moules en carbone ont un sacré coût. Bon, l'avantage, donc la marque peut soit être propriétaire ou locataire du moule, mais l'avantage c'est que le vélo que vous allez avoir est unique et introuvable ailleurs que dans le réseau de la ladite marque. Quand je dis qu'il est unique, c'est-à-dire qu'il n'y aura que cette marque qui va proposer exactement ce cadre-là à la vente. Normalement. Certes, l'usine qui leur fabrique ce cadre pourra construire des vélos pour plusieurs grandes marques, mais chaque marque viendra vraiment avec son cahier des charges spécifique et donc propre à chaque firme. Donc ça, c'est une première partie du marché qui représente quand même une grande partie justement du marché. Et à côté de ça, en parallèle, on va retrouver des marques qui ne sont pas propriétaires des moules. C'est-à-dire que là, elles vont vraiment louer le moule à un cadreur, là encore, dans 99% des cas asiatiques, qui lui va proposer un catalogue de cadres et donc la marque va piocher dans ce catalogue. C'est ça qu'on appelle un cadre générique. Donc le coût de production est moindre pour la marque puisqu'elle n'a pas besoin d'acheter le moule. Et on va retrouver en fait aussi deux types de marques qui vont utiliser ces cadres génériques. Les marques qui vont quand même faire des évolutions en termes de R&D sur le modèle proposé au sein du catalogue. Grosso modo, ils partent d'une base qu'ils vont peaufiner.
Et on va aussi retrouver les marques qui en fait achètent juste le vélo tel qu'il est présenté sur le catalogue sans faire de modifications. Donc ces cadres génériques en fait peuvent se retrouver un peu partout dans le monde, brandés, badgés sous différentes marques. Souvent ce qui se passe, on va avoir une marque qui peut utiliser ce moule de manière nationale. C'est-à-dire par exemple cette marque a la propriété du moule en France, mais un concurrent peut utiliser le même moule et donc le même cadre aux États-Unis par exemple. Ce qui permet d'éviter de se retrouver avec 10 vélos identiques mais juste changés, mais juste avec une couleur et un nom de marque qui changent dans le même pays. Ça permet un peu de limiter les traces entre guillemets. Donc ces cadres génériques qui sont entre guillemets juste repeints et rebadgés par la marque, ça c'est très commun, et notamment en France où on a plusieurs marques qui fonctionnent ainsi. Il n'y a rien de problématique. Un cadre générique peut être très très bon. Il peut aussi être très mauvais, j'y reviendrai après, mais il peut être très très bon. Donc en soi, c'est une manière de faire du business comme une autre. Et c'est pas propre au vélo. Quand vous achetez un poste radio, quand vous achetez une boîte à mouchoirs, que sais-je, elle est peut-être brandée au nom d'une marque chez laquelle vous l'avez achetée, mais elle existe dans plein d'autres coloris au nom de d'autres marques un peu partout dans le monde. C'est très courant. Donc ça, il n'y a vraiment rien de problématique. Les seules choses que je trouve fâcheuses, ça va être toutes les appellations trompeuses que l'on peut trouver du type conçu en France, assemblé en France. Ça vraiment, ça fait croire aux consommateurs que le cadre est fabriqué en France et ou conçu en France. Alors que finalement, il n'y a même pas la R&D qui est faite en France. Donc ça, c'est un petit peu dommage de tromper un petit peu le consommateur là-dessus, qui lui est en asymétrie d'information. Et donc ces cadres génériques peuvent soit être d'excellents modèles, il y a de très très bons vélos génériques, même s'ils n'ont peut-être pas les dernières recherches et développements, etc. Ça reste de très très bons vélos. Mais on va aussi retrouver du moins bon. Certains vont aussi respecter les normes européennes en vigueur, en termes de sécurité, de certification, d'autres non. Enfin, troisième pilier qui va structurer le marché du vélo, c'est tout simplement les contrefaçons. Donc là, une contrefaçon, ça va être un cadre identique ou presque à un modèle d'une grande marque. Par exemple, c'est encore plus courant dans le milieu, sur le vélo de route que sur le gravel, pour l'instant en tout cas, mais une copie d'un Specialized SL7, d'un Trek Madden, d'un Canyon Airrod pour ne citer que, qui sont en fait copiés, donc d'apparence qui peuvent être plus ou moins bien copiés. C'est comme tout, il existe je vais pas dire de bonnes contrefaçons parce que ce serait un abus de langage, mais des contrefaçons plus ou moins bien faites. Mais derrière, outre le visuel, en fait, on se retrouve déjà avec un vélo bien souvent qui a un comportement lambda, voire même mauvais, dangereux en plus, parce que c'est quand même dangereux d'utiliser un cadre de vélo qui n'a pas passé les mêmes normes de sécurité, etc. Et surtout, c'est une pratique illégale. Donc si vous achetez un vélo de ce type, vous êtes considéré comme receleur, que ce soit sur un achat neuf ou d'occasion. Et c'est là qu'il y a une méfiance à avoir, puisque ce sont des achats surtout qui se font en fait en occasion, où des gens vont importer ces vélos en France et vont les revendre comme s'il s'agissait d'un véritable modèle authentique, alors qu'il s'agit d'une pure contrefaçon. Voilà, maintenant que je vous ai détaillé un petit peu les trois types de vélos qu'on pouvait retrouver sur le marché, donc contrefaçon, cadre générique et cadre vraiment avec une véritable R&D et appartenant à une marque en question, on se pose vraiment la question de existe-t-il des cadres faits en France ? Alors même si on a vu que l'expertise du carbone se situait davantage en Asie, on a encore la chance aujourd'hui de retrouver quelques productions européennes. Il fut un temps, on avait la marque Time, qui a eu ses heures de gloire dans le monde du vélo, qui a été une sacrée marque du monde du vélo, qui se renouvelle petit à petit depuis quelques mois maintenant, avec notamment une gamme gravel, et qui était fabriquée de mémoire en France. Aujourd'hui, la production de cette marque est un peu plus discrète et je crois est décentralisée en Europe, mais donc il existe encore des fabricants de cadres en carbone en Europe. En Italie, on va retrouver là un peu plus de savoir-faire avec des marques comme Basso ou Titici, qui fabriquent vraiment leurs cadres en Italie. En série, parce qu'on est quand même sur des marques qui arrivent à sortir un certain volume de cadres, mais quasiment à la main, en tout cas à domicile en Italie. En plus, je vous invite à regarder vraiment du côté de ces marques, puisque par exemple avec Basso, que j'ai eu la chance de tester le Basso Palta 2, donc le test est à retrouver sur le site, on est avec des marques qui
Alors, on a un positionnement moyen haut de gamme, certes, vous ne trouverez pas de vélo à 1000 € chez ces marques-là. De toute façon, sur du carbone, c'est impossible. Mais avec des modèles bien équipés et un rapport qualité-composant-prix tout à fait compétitif avec des marques qui font fabriquer leurs cadres ailleurs. Et en France, eh bien, je n'en connais qu'un à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres en commentaire ou par mail. Je connais Sifac. Sifac qu'on ne présente presque plus en France, qui est un très bon cadreur et qui travaille donc entre autres le carbone avec en plus un certain nombre d'unités produites par an. Donc ça reste toujours du travail artisanal, mais c'est quand même une marque qui produit un certain nombre de cadres et qui sont d'ailleurs aussi très très forts en termes de peinture. Il y avait un temps la marque Petit Breton, qui était une marque basée à Nantes de mémoire. Oui, pour certains, la Bretagne, Nantes fait partie de la Bretagne, donc bref, ça c'est un autre sujet. Mais Petit Breton, qui était vraiment une très très belle marque et qui travaillait exclusivement le carbone. Malheureusement, depuis 2023, j'ai plus trop de nouvelles de cette marque. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ne sont plus actifs et que le site web non plus. Si là aussi vous avez des nouvelles, n'hésitez pas, mais en tout cas c'était une marque qui faisait des chouettes vélos. J'ai eu l'occasion alors de pas tester les modèles carbone, mais de voir de près les modèles route, et c'était vraiment du très 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 beau boulot. Donc la marque Petit Breton. Il en existe certainement d'autres, des artisans qui travaillent le carbone, donc n'hésitez pas à m'aider à les découvrir et peut-être même à les mettre en avant. C'est toujours intéressant de mettre un certain savoir-faire en avant sur notre média qui est gravelpassion.fr. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur comment fonctionne le marché du vélo. Je vous recommande donc d'être méfiant, puisqu'il existe des marques comme Specialized, Trek, Cannondale. Ok, ils nous font payer leurs dépenses marketing et la sponsorisation d'équipes pro à travers les prix de leurs vélos, mais on se retrouve généralement avec des machines viables, testées, recommandées, qui vraiment n'ont plus grand chose à prouver et qui derrière en termes de SAV seront à la hauteur. Économiser 200 ou 300 € sur un vélo en se tournant vers une marque française ou autre, mais qui se cantonne juste en fait à repeindre un cadre générique, selon moi c'est prendre un peu le risque de faire face à un SAV qui pourrait être plus ou moins discutable, de voir une marque fermer aussi rapidement qu'elle a ouvert, puisqu'en fait du coup les coûts d'infrastructure ne sont plus les mêmes, etc. Donc c'est des marques des fois qui peuvent changer de business model un petit peu du jour au lendemain, et finalement en fait aussi de faire un achat éthique discutable. Si c'était le but initial de votre action, il s'avère que c'est plus compliqué. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Le schéma réel est un poil plus complexe, mais j'ai essayé de vous le simplifier au maximum pour que ça rentre en moins de 15 minutes top chrono sur ce podcast. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous invite à partager cet audio au maximum de personnes qui pourraient être intéressées par le sujet, à vous abonner et voilà, à rejoindre notre belle communauté directement depuis gravelpassion.fr. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Ce podcast vous a été proposé par gravelpassion.fr, la première plateforme française 100% dédiée au vélo de gravel.